sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 mai 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page éco avec notre invité Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, merci Christian d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président d'Altair Economics et une fois n'est pas coutume, on va commencer Christian par une question microéconomique avec l'excellente publication de Nvidia au premier trimestre 2023 qui a publié un chiffre d'affaires largement supérieur au consensus. Comment est-ce qu'on l'explique et est-ce que ça peut durer dans le temps? Alors c'est plus ces perspectives qui font réagir parce que le chiffre d'affaires il est quand même en baisse de 38% sur un an, donc c'est pas exceptionnel comme ça quand on le regarde. Ça mérite pas 25% voilà. de hausse. Mais par contre il y a déjà un petit détail. D'une part on a vu que le chiffre d'affaires des ventes de processeurs en direction des data centers c'est plus 16% sur le trimestre passé. Et puis surtout sur le deuxième trimestre ils nous ont sorti des prévisions mais véritablement hallucinantes, très éloignées du consensus, très au-dessus du consensus. Et donc ça valide aux yeux des marchés l'idée que là, il se passe quelque chose dans l'intelligence artificielle. Alors c'est pas nouveau, on en parle, on a beaucoup joué cette thématique-là. Il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Qu'est-ce que va rapporter l'intelligence artificielle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que c'est un moteur, mais on ne sait pas trop quels seront les retours sur investissement. Par contre, il y a un acteur qui lui en profite pleinement, c'est le concepteur de semi-conducteurs. C'est celui qui va faire les puces qui vont servir au calcul. Et ce que nous dit Nvidia, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a un endroit aujourd'hui dans l'économie mondiale où on est en train d'investir massivement, qu'on a, quel que soit l'avenir, quelles que soient vos incertitudes sur la dette, sur le plafond de la dette américaine, tout ça, quel que soit tout ce que vous pouviez mettre en avant sur l'avenir incertain, il y a un endroit où l'investissement va être très fort sur les 6 prochains mois, c'est dans les processeurs pour l'intelligence artificielle. Ce que nous a Nvidia a fait vraiment plaisir dans sa communication. D'une part, ils nous ont dit on a tout préparé en amont pour qu'on ait véritablement une très forte hausse de notre activité sur les 6 prochains mois. Nos fournisseurs sont prêts. Et puis de l'autre, on a la directrice financière qui nous a dit on a une énorme visibilité maintenant. C'est la fin du déstockage. On a une énorme visibilité dans nos carnets de commandes. Les grands acteurs de tous ceux qui font de l'informatique dématérialisée, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un élément qui va leur permettre d'améliorer, de vendre plus cher leur offre de services. Et donc, ils investissent massivement là-dessus. Et puis, on a plein de startups qui sont en train de se créer autour de l'intelligence artificielle. Donc Nvidia a vraiment, alors c'est vrai que la performance est exceptionnelle, l'action a pris plus de 100% depuis le début de l'année, mais derrière le discours qu'on a eu hier soir, on a vraiment le sentiment qu'au moins il y a une société qui va profiter d'une forte croissance de son activité dans les 6 prochains mois, c'est eux. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça justifie un petit peu qu'on revienne un peu sur cette valeur. Qu'on revienne sur cette valeur. Est-ce que la guerre froide technologique qui a été lancée entre Washington et Pékin peut aussi soutenir la Nvidia à moyen terme? Alors à moyen terme, c'est plutôt négatif parce que, mais grosso modo, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont un tel marché domestique. De toute façon, ils ont un tel marché aujourd'hui d'investissement. Leur problème, ce sera de fournir suffisamment de puces. Et ce ne sont pas des petites puces. Je vous rappelle, ce sont des puces des fois à $10 000 l'unité. Donc aujourd'hui, quand vous avez ChatGPT, c'est $700 000 de fonctionnement, de coûts de fonctionnement par jour. Donc vous avez des investissements qui sont forcément massifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, ce sont des grands acteurs d'Internet qui investissent massivement dans ces technologies-là. Et ils ne regardent pas. Aujourd'hui, il faut avoir les data centers, il faut avoir la puissance de calcul, il faut avoir la donnée, mais il faut avoir avant tout la puissance de calcul. Et puis après, est-ce que ça sera rentable ou pas, ces investissements? Peu importe. Eux, ils apportent les pelles qui vont servir à chercher l'or. C'est pas eux qui se casseront la figure si jamais. Eux, ils ne se posent pas la question. Eux, ils amènent les pelles et donc finalement ce sont les grands gagnants à court terme. Après on verra sur les business models et ce qui ressortira réellement en termes de oui, parce qu'effectivement les guidance sont sur le deuxième trimestre 2023. Voilà, c'est ça, on est vraiment sur le deuxième trimestre et puis sur le deuxième semestre, alors sur le deuxième trimestre à court et puis sur le deuxième semestre ensuite pour les perspectives qu'ils nous ont données. Ok, très clair, merci beaucoup Christian, c'est très agréable de vous entendre sur la micro, on vous réentendra évidemment. On va passer sur la macro maintenant. Hier ont été publiées les minutes des FOMC, quels sont les points qu'il faut retenir? On sait rien. Voilà, c'est le seul point qu'il faut retenir, c'est qu'on est complètement dans l'incertitude. Alors, certes, on a vu qu'il y avait des divergences entre les membres. Certains membres parlaient de faire une pause. Alors attention, ils ont tous dit, ils sont tous d'accord sur le fait, on peut faire une pause, mais on ne donne pas le signal que ça sera un signal de baisse des taux d'ici la fin d'année et que la pause ne signifie en rien qu'on va pas on peut encore remonter les taux à l'avenir. Mais il y avait ce signal de certains membres qui voulaient faire une pause et puis d'autres qui estimaient très probable qu'il faille aller plus loin. Donc il y a une divergence. Alors comme toujours dans les minutes, on nous dit pas, ils sont tant à dire la pause, tant à dire qu'ils vont monter les taux. Donc on est un petit peu sur une incertitude, mais on voit surtout qu'il y avait un vrai problème de visibilité. C'est-à-dire d'une part, ils sont pas très optimistes sur la croissance. Ils disent véritablement, on a un risque de récession d'ici la fin d'année, début de l'année prochaine. Alors récession faible, mais récession tout de même. On a un durcissement des conditions de crédit avec ce qui s'est passé au niveau des banques américaines. Donc les perspectives conjoncturelles sont pas exceptionnelles, mais ils disent l'inflation reste
reste résiliente. L'inflation ne ralentit trop lentement. Donc ils sont très inquiets sur le fait que l'inflation reste forte. Et donc ça justifie un peu le fait qu'ils sont un peu, ils pédalent un peu dans un smoule quelque part. Ils savent pas s'il faut faire beaucoup plus pour appuyer encore plus sur la croissance et finalement véritablement casser l'inflation, ou alors laisser l'économie atterrir en douceur pour véritablement calmer l'inflation. Donc on est sur un manque de visibilité. Alors ils ont dit, ils ont répété une fois de plus, on réagira réunion après réunion, donc ils n'ont aucune visibilité, ils vont prendre les dernières statistiques. On a un gouverneur qui a encore parlé hier qui nous a dit que les chiffres de l'emploi seraient déterminants, donc on sent qu'il n'y a pas de visibilité dans sa décision encore, il est derrière les dernières statistiques. Donc ça ne nous donne pas de visibilité. Puis alors, dernière chose qui peut être un peu négative pour les marchés quand même, ils nous disent clairement, il va falloir quand même, pour combattre et véritablement tuer l'inflation, il va falloir mener une politique durablement restrictive. Donc ça veut dire qu'ils veulent vraiment casser toutes les images de baisse des taux rapides. Derrière, il va falloir vraiment appuyer durablement sur la croissance. C'est ce qu'ils avaient dit à l'issue de leur réunion, que de toute façon en 2023, il ne fallait pas s'attendre à une baisse de taux de leur part. Mais ça passe pas sur le marché, ça a du mal à passer. Et c'est vrai que le marché a du mal à intégrer le fait qu'on puisse avoir une période assez difficile de politique monétaire plus durablement restrictive que lorsqu'on observait précédemment, et des signaux de ralentissement de l'économie. D'habitude, dès qu'il y a un signal de ralentissement, la Fed commence à baisser ses taux. C'est ce qu'elle fait habituellement. Mais là, on est quand même dans une situation un peu différente. Pourquoi ? Parce qu'on a une croissance qui est en forme de K, quelque part. Il y a des secteurs qui vont très très bien, d'autres qui vont très mal. Et donc finalement, en moyenne, on a une résilience de l'économie. Et donc, ils ont le sentiment qu'il va falloir maintenir durablement cette politique monétaire restrictive pour véritablement tuer l'inflation. Et ça, ce message, je pense que le marché n'arrive pas à l'intégrer. Le marché est soit sur un scénario véritablement de ralentissement qui va pousser la Fed à baisser ses taux, soit une économie qui reste forte, qui maintiendra une hausse des taux. Mais on pourrait rester finalement quelque chose d'entre deux vagues, avec des mauvaises nouvelles sur l'économie et une politique monétaire qui reste restrictive. Qui reste restrictive, parce que pour autant, les indicateurs avancés qui ont été publiés cette semaine, je pense au S&P, à l'indicateur S&P global, composite, donc qui agrège industrie, secteur d'activité industrielle et services, est ressorti encore en hausse, au-delà des 50. Le chômage a un plus bas de plusieurs dizaines d'années. Les ventes au détail se portent toujours très bien. L'économie est très résiliente aux États-Unis. Alors, elle est très résiliente, mais avec quand même quelques signes de faiblesse. Faut le reconnaître. Le moral des consommateurs est au plus bas. Le secteur de la construction se retourne. L'inflation commence à véritablement fragiliser les comportements de consommation. On l'a vu dans les distributeurs. Tous n'ont pas sorti des très bons résultats. Alors, il y a des différences, mais on le voit que c'est quand même, ça impacte. Et puis, on commence à voir vraiment des signaux aujourd'hui, alors surtout sur haute fréquence, que les investissements des entreprises commencent à freiner très nettement. Alors, est-ce que c'est lié au durcissement des conditions de crédit ? C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Je pense que c'est plus une réaction des industriels, une réaction des entreprises qui coupent leurs investissements que véritablement un refus. Puisqu'on a d'autres indicateurs sur le nombre de refus de prêts de la part des banques, ça n'a pas explosé. Donc on n'est pas sur ce durcissement des conditions de crédit. Mais par contre, d'elles-mêmes, les entreprises commencent à marquer un peu le frein. Et puis on voit, il y a quand même quelques signaux de faiblesse sur le marché du travail, même si derrière, on reste encore sur un taux de chômage très bas et des créations d'emplois solides. Mais on voit qu'on commence un peu moins à recruter et ça commence un petit peu à s'essouffler. Pour autant, ça reste très bon. Alors pourquoi ça reste très bon ? Ces enquêtes nous le disent. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien en Europe qu'aux États-Unis un vrai écart entre ce que nous disent les chefs d'entreprise du secteur des services, qui reste particulièrement dynamique, particulièrement en forte croissance, et le secteur industriel. Donc ça facilite pas, parce que d'un côté, vous avez une vraie divergence d'opinion. D'un côté, on a un secteur industriel qui nous dit, j'ai un vrai problème, j'ai mes carnets de commandes qui sont en train de se dégonfler, mes nouvelles commandes qui sont en contraction, la consommation des ménages aujourd'hui sur les biens, c'est compliqué, il faut que je fasse des promotions pour vendre mes biens, alors que ça soit dans l'immobilier, on a vu qu'il y avait des baisses des prix des maisons, que ça soit dans les prix des biens, des voitures, maintenant on commence à avoir véritablement l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, donc maintenant on peut produire, mais derrière le consommateur demande des baisses de tarifs, donc il y a une pression sur les prix. Et donc on a d'un côté des industriels qui nous disent baisse des prix des coûts de production et baisse des prix de vente. Alors ça c'est le premier coin. Par contre dans les services ça continue. Là très forte demande, et là on voit que c'est très dynamique, et donc capacité à relever mes prix. Et de l'autre, moi j'ai pas de baisse de mes coûts de production parce que j'ai les salaires qui continuent d'accélérer, et donc comme je paye mieux mes salariés, je suis obligé de répercuter ça dans mes prix de vente. Donc on a vraiment la dichotomie, d'une part une activité qui ralentit, voire qui est en contraction dans l'industrie, et de l'autre dans les services, une activité qui reste forte, qui me donne du pricing power, une capacité à relever mes prix, et donc qui entretient l'inflation. Et comment vont réagir les banques centrales, les banquiers centraux
trop du coup? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont mal. Ils sont mal. Ils sont très mal parce que justement, ils sont pris en étau entre ces deux-là. Alors, historiquement, on dit toujours, le cycle industriel va entraîner derrière lui le cycle des services. Sauf qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, l'écart de performance entre les services et l'industrie dans l'enquête de S&P Global, dans ces enquêtes, est au plus haut depuis 2009. C'est-à-dire qu'il faut, vous voyez, on remonte très loin. Donc, on n'a jamais vu un tel écart de dynamisme. Alors, certes, il y a peut-être un effet Covid, post-Covid. On voit notamment dans tout ce qui est hôtellerie, loisirs, il y a un effet reprise. Encore, parce qu'on n'a pas encore vu les touristes chinois. Il y a encore pas mal d'éléments de reprise qui ne sont pas encore vus. On voit aussi qu'il y a une volonté aussi des ménages. On voit que les ménages sont prêts à couper leurs dépenses alimentaires, mais ils n'annulent pas leurs vacances. Ouais, c'est ça, donc il y a quand même des arbitrages aujourd'hui qui sont faits au sein des ménages et on sent que le secteur des services est plus préservé que le secteur industriel. Finalement, on se dit que plutôt je vais retarder l'achat, je vais être volontairement un peu à la hache, je retarde l'achat d'une nouvelle voiture, mais par contre je veux partir en vacances. Je pars en vacances quand il arrive. Donc il y a des arbitrages qui font que finalement il y a vraiment une vraie dichotomie entre les secteurs et ça facilite pas parce que habituellement lorsqu'on monte les taux, on a l'ensemble de l'économie qui ralentit et là c'est pas ce qu'on observe. Donc ça complexifie le message et donc derrière forcément la durée de maintenir une politique monétaire restrictive. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que la BCE si on se focalise sur la zone euro, la BCE va continuer à augmenter ses taux? Alors à court terme, oui. À court terme, oui. Très clairement. Quand on raisonne sur du court terme, c'est quoi? C'est dans la prochaine réunion d'ici l'été, quoi. On est encore sur des deux hausses ou moins de taux, parce que l'inflation finalement est beaucoup plus résiliente. Alors surtout en Europe qu'aux États-Unis, on voit que déjà d'une part le mouvement de désinflation des biens, alors peut-être bonne ou mauvaise nouvelle selon comment vous le prenez, mais n'est pas encore totalement aussi violent et aussi visible en Europe qu'aux États-Unis. Et puis la partie service, elle continue à rester forte. Et puis on voit que dans les services, ça continue de s'accélérer. Alors on l'a vu en Europe, on le voit au Royaume-Uni, on le voit aux États-Unis. Donc on voit que véritablement cette inflation est beaucoup plus résiliente que ce qu'on pouvait anticiper il y a encore quelques mois. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'inflation au Royaume-Uni qui ralentit beaucoup moins que prévu, qui reste quand même très élevée? Est-ce que qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que pareil, encore une fois, on retrouve une profonde dichotomie entre industrie et services dans cette... Oui, c'est le gros problème. Ouais, c'est le gros problème qu'on a dans ces chiffres. Alors au-delà du mouvement, on est quand même passé en dessous des... le mouvement est violent sur le mois d'avril, moins violent que... De 10 à 8. De 10 à 8,7. Ouais, ça c'est quand même assez violent en glissement sur un an quand même. Mais c'est moins que l'anticipait la Banque centrale d'Angleterre parce qu'il y a beaucoup d'effets de base, notamment sur les prix énergétiques. Et donc ce qui a limité finalement ce recul de l'inflation, c'est essentiellement les prix dans les services. Et donc ça veut dire que les hausses de salaire, aujourd'hui qui sont quand même assez dynamiques au Royaume-Uni, alors c'est tout le paradoxe que l'on a aujourd'hui, si vous prenez même le dernier rapport du FMI sur le Royaume-Uni, ils ont révisé à la hausse leur projection de croissance au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'ils disent les salaires augmentent beaucoup plus vite que l'on anticipait, donc, ça veut dire que la consommation va être un peu plus solide que qu'on l'anticipe, parce que le pouvoir d'achat, l'impact du pouvoir d'achat est moins fort, et donc on révise à la hausse de la croissance. Mais ça veut dire aussi, derrière cette révision à la hausse de la croissance, ça veut dire aussi que l'inflation s'annonce beaucoup plus résiliente. Donc ça pose un vrai problème à la Banque centrale d'Angleterre qui dit est-ce que je continue à monter mes taux au risque d'en faire trop et de casser véritablement la croissance, ou est-ce que je laisse un peu filer l'inflation? Donc là, il y a un vrai dilemme aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que lorsqu'on venait de loin, tout le monde était d'accord pour monter les taux. Là, aujourd'hui, on rentre dans la zone grise. Et là, tous les banquiers centraux sont dans la zone grise, cette zone où on ne sait pas trop quoi faire et on est obligé d'ajuster beaucoup plus finement. C'est fini la hausse automatique. Là, on est dans des hausses un peu plus fines, ce qui veut dire qu'on n'a plus de visibilité sur ce qu'on va faire. Ok, d'ailleurs, la Banque d'Angleterre a fait son mea culpa cette semaine ou la semaine dernière en disant qu'elle s'était complètement fourvoyée dans ses prévisions d'inflation et que voilà, elle s'excusait. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique et on va revenir aux États-Unis avec cette problématique autour du relèvement du plafond de la dette. Démocrates et républicains n'arrivent pas à tomber d'accord. Est-ce que ça devient une vraie problématique? Puisque depuis 1960, je crois que le plafond de la dette a été relevé 79 fois. Donc en réalité, en 60 ans, 79 relèvements. Est-ce que c'est juste un serpent de mer qui revient chaque année ou là, réellement, il y a un vrai risque? Alors, si vous jouez sur l'intelligence des hommes politiques américains, vous dites ils vont pas faire. Le seul problème, c'est que comme toujours, on le sait depuis longtemps, c'est que les États-Unis, on est devenu sur des positions extrêmes, et ce sont les extrêmes qui posent problème. Alors d'une part, il y a du côté de M. Biden, on en parle moins, mais il y a les démocrates les plus sociaux, on va dire, qui disent
laissez tomber, faut pas faire d'accord. Au pire, on fait agir la Constitution américaine qui dit que l'État américain ne peut pas faire faillite sur sa dette, et on passe au-dessus du Congrès et on dépasse ce plafond de la dette, et on passe, parce qu'il est hors de question de couper dans les dépenses sociales et hors de question de remettre en cause tout ce qui a été mis en place par l'administration Biden. Mais il y a un risque de l'autre côté. Donc sur cette partie-là, ils veulent pas céder. Et puis de l'autre côté des républicains, sur la partie la plus extrême, il y a les trumpistes qui eux disent ah non mais il faut faire le défaut, faut mettre l'économie en récession. Je grossis le trait naturellement. Ouais, bon, faut mettre l'économie américaine en récession. Ça va être très bon pour les prochaines élections. Ça va permettre à Trump de l'emporter en disant, vous voyez, Monsieur Biden, il ne sait pas gérer et il a mis l'économie américaine en récession. Donc vous avez de l'autre côté les Trumpistes qui font tout pour que ça capote. Donc on est quand même dans une histoire qui est assez particulière où on a deux extrêmes des deux côtés qui veulent le pire des scénarios. Et donc au milieu, trouver un accord, c'est très compliqué. Et puis alors trouver un accord, c'est compliqué pour Monsieur Biden parce que en gros, ce que demandent les républicains, ça remet en cause toute sa politique des dernières années. Donc allez voir les électeurs en disant tout ce que j'ai fait, ça a été détricoté par cet accord autour du plafond de la dette, c'est très compliqué aussi pour lui. Donc l'accord va être très très difficile à trouver. Alors le seul élément que l'on a, c'est peut-être que la date du 1er juin n'est pas la bonne. Hein, ce que nous a dit Madame Yellen, c'est pas un jour près. Hein, donc on a un peu de marge. Donc on s'amuse à se faire peur pour l'instant. Ouais. Et puis derrière, ça sera qu'un défaut a priori total, de court terme. En tout cas, Yellen, elle a dit, le gros problème, c'est entre le 1er juin et le 15, donc, dans lequel voilà, on aura du mal, un vrai problème pour payer la dette américaine, mais après le 15, il y a des rentrées fiscales qui devraient permettre de rembourser. Donc, ça serait quand même qu'un défaut partiel, temporaire, mais c'est vrai que ça envoie une image très très incertaine. Et puis comme on a maintenant les agences de notation qui regardent ça de plus près, qui risquent de dégrader les États-Unis, c'est un élément qui peut placé sur surveillance. Sur surveillance négative par Fitch. Hein, le AAA est passé en surveillance négative. Donc il y a quand même un impact derrière sur la planète finance, sur la force du dollar, sur la confiance qu'on peut avoir dans le dollar. Donc ça joue quand même. On voit qu'il y a quand même des tensions sur la partie courte de la courbe des taux. Donc on est un petit peu dans l'inconnu par rapport à tout ça, et puis surtout, faut faire attention parce que la bêtise des hommes politiques américains pourrait l'emporter aussi à court terme. Donc, ce qui rend encore plus incertain finalement aujourd'hui cet accord. Ce relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Merci beaucoup, Christian Parizeau, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes président d'Altair Economics et comme à votre habitude, dès que vous prenez la parole, c'est passionnant. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite sur TV Finance.